Pour le chapitre 1, mélange et corps purs au quotidien, la partie grand 2, identification d'espèces chimiques. Je vous propose un Erlenmeyer empli d'un liquide incolore. Nous nous posons la question de savoir ce que cet Erlenmeyer peut contenir. Peut-il éventuellement contenir de l'éthanol? Peut-il éventuellement contenir de l'acétate d'éthyle? Ou peut-il contenir de l'eau sucrée, voire de l'eau salée? Ce sont tous des liquides incolores à température ambiante. Certains sont des mélanges, d'autres des corps purs. Comme on ne peut pas distinguer à l'œil nu un mélange homogène d'un corps pur, il est nécessaire pour les différencier de réaliser des mesures physiques ou des tests chimiques ou une chromatographie. Toute espèce chimique possède en quelque sorte une carte d'identité qui regroupe son nom et ses propriétés physiques. Prenons l'exemple de l'éthanol, un liquide incolore à température ambiante. Sa formule chimique est C2H6O. Sa masse molaire, que nous verrons plus tard, est égale à 46,07 g par mol. Sa température d'ébullition est de 80 degrés Celsius, sa température de fusion moins 112 degrés Celsius. Sa densité, que nous verrons plus tard également, est égale à 0,789. Quant à son indice de réfraction petit n, à 20 degrés Celsius, il est de 1,3594. Donc il est miscible à l'eau et au solvant usuel. Vous voyez que sont indiquées également sur cette espèce de carte d'identité de l'éthanol les obligations, c'est-à-dire port du masque obligatoire, port des gants et manipuler sous la hotte. Et puis, il est inflammable et il faut faire attention. Donc, les propriétés physiques peuvent être de deux sortes, soit perceptibles ou qualitatives, ou alors mesurables ou quantitative. Qu'entend-on par propriété perceptible? Prenons un exemple avec cet échantillon. Vous voyez, grâce à sa forme, grâce à sa couleur, qu'il s'agit du cuivre. Cuivre solide. Le métal cuivre. Cette poudre bleue, encore une fois, grâce à sa forme, grâce à sa couleur, vous voyez qu'il s'agit du sulfate de cuivre hydraté. Mais si je vous propose maintenant ces deux échantillons, bien, dans un cas, il s'agit de l'oxyde de cuivre et dans l'autre cas, du carbone. Et on ne peut pas les distinguer avec nos sens. Quelles sont les propriétés perceptibles avec nos sens? Eh bien, nos cinq sens sont la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Et avec nos cinq sens, il n'est pas toujours possible de différencier deux échantillons, deux espèces chimiques différentes. Donc, on va utiliser des propriétés mesurables. Donc, dans cette grande deuxième partie, nous allons voir l'identification d'espèces chimiques. Premièrement, par des grandeurs physiques. À ce niveau-ci de la vidéo, je vous propose de réaliser l'activité 4 sur la galvanisation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des changements d'état. Alors tout d'abord rappelons qu'il existe trois états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Lorsqu'on parle de changement d'état, cela signifie que l'on va passer d'un état physique à un autre. Commençons tout d'abord par le passage de l'état liquide à l'état solide. Dans le cas de l'eau, on va donc passer de l'eau liquide à la glace. Tout d'abord, on place de l'eau liquide dans une éprouvette graduée, puis on va diminuer la température en plaçant cette éprouvette au congélateur, et après une nuit, on va obtenir de la glace. Le nom de ce changement d'état est la solidification. La transformation inverse, à savoir de l'état solide à l'état liquide, donc si on part de glaçons qui sortent du congélateur, qu'on les laisse à température ambiante, donc cela veut dire que les glaçons vont se réchauffer, leur température va augmenter, eh bien on va obtenir un liquide rouge et un liquide vert, donc ce sont les deux glaçons qui ont fondu,
Et le nom de ce changement d'état, donc le passage du solide au liquide, s'appelle la fusion. Attention, ce n'est pas la liquéfaction, c'est bien la fusion. Attention également de ne pas confondre la fusion et la dissolution. La dissolution, l'action de dissoudre, signifie que l'on va faire intervenir un soluté et un solvant. Le soluté, c'est le produit que l'on va dissoudre et le solvant, c'est le liquide qui permet de dissoudre. Donc quand on réalise une dissolution, on réalise un mélange, alors qu'un changement d'état ne fait pas intervenir plusieurs produits, mais un seul produit, et c'est sous l'action de la température que le changement d'état va se produire. Parlons maintenant du passage de l'état liquide à l'état gazeux. On place de l'eau dans un tube à essai. Le niveau est indiqué par la marque rouge qui est tracée sur le tube à essai. Au bout de quelques heures et même de quelques jours, on va observer que le niveau d'eau baisse à l'intérieur du tube. On précise que le tube il est ouvert. Ce changement d'état, le passage donc de l'état liquide à l'état gazeux, s'appelle la vaporisation. Dans le cas qui vient d'être présenté, cette vaporisation est lente. Et dans ce cas, on peut l'appeler évaporation. L'évaporation, c'est une vaporisation lente de l'eau qui a lieu dans le cycle de l'eau, et ce, même à basse température, même à très basse température. Pour accélérer la vaporisation, on peut chauffer le produit, donc on peut chauffer de l'eau liquide par exemple, et on va alors amener à ébullition. Donc on va avoir dans le tube en même temps de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état gazeux. Donc sur la vidéo, on chauffe l'eau qui est contenue dans un tube à essai avec le benzène. Donc la température de l'eau augmente progressivement. On pourrait par exemple le vérifier en plaçant un thermomètre à l'intérieur du tube. Et petit à petit, on va voir se former des bulles à l'intérieur du tube à essai. Ce sont donc des bulles de gaz et le gaz en question, c'est de la vapeur d'eau. C'est donc l'eau qui est en train de changer d'état. Attention, ce n'est pas du dioxygène, ce n'est pas du dioxyde de carbone, c'est de l'eau à l'état gazeux que l'on appelle la vapeur d'eau. Après quelques secondes, le tube à essai est complètement vide puisque toute l'eau liquide s'est transformée en eau à l'état gazeux, c'est-à-dire en vapeur d'eau. On peut observer sur ce tube un léger dépôt blanchâtre puisque nous avons fait la vaporisation, l'ébullition de l'eau du robinet qui est une eau minéralisée. Il y a des sels minéraux dissous dans cette eau. Donc la vaporisation réalisée en chauffant est appelée l'ébullition. Parlons maintenant de la transformation inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide. L'eau à l'état gazeux, que l'on appelle la vapeur d'eau, est présente dans l'air avec d'autres gaz et elle est invisible à l'œil nu. Lorsque l'on souffle sur une vitre froide, l'air expiré contient de la vapeur d'eau à une température plus élevée que l'air ambiant. Et au contact de la vitre froide, cette vapeur d'eau va se transformer en gouttelettes d'eau liquide que l'on appelle de la buée. Donc la buée, c'est de l'eau à l'état liquide, ce sont des micro-gouttelettes qui finissent parfois par s'accumuler, par ruisseler le long d'une vitre et former des gouttes d'eau qui, elles, sont réellement visibles comme des gouttes d'eau à l'état liquide. Donc ce changement d'état est appelé liquéfaction. Dans le cycle de l'eau, on utilise le terme condensation pour désigner le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Le dernier changement d'état que nous allons aborder, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, directement sans passer par l'état liquide. Alors ce changement d'état est difficile à réaliser avec l'eau à la pression atmosphérique. Donc pour réaliser ce changement d'état, nous allons utiliser un produit chimique qui s'appelle l'iode. Donc c'est un produit à manipuler avec précaution puisqu'il est nocif, il est dangereux pour l'environnement et comme il va passer à l'état gazeux, il va donc falloir le placer dans un récipient fermé. Donc je vais le placer dans un ballon en pyrex que l'on va pouvoir chauffer, muni d'un bouchon, de manière à ce que le gaz ne s'échappe pas et pour pouvoir ainsi manipuler en toute sécurité. Lorsqu'on chauffe progressivement l'iode solide, on observe au bout de quelques secondes, ça se produit assez rapidement, qu'un gaz violet se forme à l'intérieur du ballon. Ce gaz, c'est l'iode à l'état gazeux. Il y a donc passage direct de l'état solide à l'état gazeux et ce changement d'état est appelé sublimation. Si l'on place ensuite le ballon contenant l'iode à l'état gazeux au froid, on observe que la coloration violette diminue très rapidement, ce qui signifie que le gaz
est en train de se transformer progressivement en solide. Et ce changement d'état, l'inverse de la sublimation, est appelé condensation solide. On peut résumer l'ensemble des informations de cette vidéo sur ce type de schéma. Donc on voit clairement apparaître les trois états physiques, solide, liquide et gaz, et des flèches qui vont dans les deux sens entre chaque état physique, signifiant qu'il y a un changement d'état et son inverse. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre attention et à bientôt. Bonjour. Voyons les températures de changement d'état d'un corps pur. Et nous allons commencer par revoir les trois états de la matière en commençant par les températures les plus faibles. Nous avons donc les solides, ensuite les liquides et ensuite les gaz. Nous allons maintenant regarder les changements d'état et d'abord la définition d'un changement d'état. Un changement d'état, c'est une transformation physique qui correspond au passage d'un état à un autre. Nommons ces changements d'état. Le passage de l'état solide à l'état gazeux se nomme la sublimation. Le passage de l'état solide à l'état liquide se nomme la fusion. Liquide à gaz, vaporisation. Gaz à liquide, liquéfaction. Liquide solide, solidification. Et enfin, gaz à solide, nous allons l'appeler la condensation solide. Intéressons-nous tout d'abord à ce changement d'état qu'est la fusion. La température de fusion, c'est la température à laquelle une espèce chimique fond, passant ainsi de l'état solide à l'état liquide. Elle se mesure à l'aide d'un instrument nommé banc Koffler. Regardons une courte vidéo qui met en évidence la mesure de la température de fusion d'un corps solide avec un banc Koffler. Passons maintenant à la température d'ébullition. C'est la température à laquelle une espèce chimique bout, c'est-à-dire passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle se mesure avec un montage de chauffage à reflux. En effet, lors de l'ébullition, si les vapeurs formées sont toxiques, il faut éviter qu'elles se répandent dans le laboratoire. Donc on a un montage spécifique qui nous permet d'éviter que les vapeurs formées lors de l'ébullition ne se répandent dans l'atmosphère. On a donc dans le ballon le liquide dont on veut mesurer la température d'ébullition et on va adapter au-dessus du ballon ce qu'on appelle un réfrigérant à eau. Alors un réfrigérant à eau, ça se dessine de la façon suivante. Initialement, on commence par dessiner une cheminée de verrerie avec des parois incurvées comme ça, surtout ouvertes en haut à l'extrémité. Et donc l'ébullition va se produire, les vapeurs vont monter dans ces parois et pour éviter qu'elles ne ressortent tout en haut, on va adapter tout autour une espèce de circulation d'eau qu'on dessine ainsi. Donc l'entrée d'eau froide se fait par en bas, l'eau monte et refroidit donc les parois intérieures de l'espèce de cheminée et l'eau tiède ressort en haut. Ce qui fait que les vapeurs, quand elles montent, au contact des parois refroidies par l'eau froide, elles vont retomber, elles vont refluer. C'est pour ça qu'on appelle ça un montage de chauffage à reflux. Par sécurité, à chaque fois qu'on fait un chauffage en chimie, il faut un support élévateur.
parce que si jamais il faut qu'on coupe très rapidement le chauffage, eh bien il suffit de baisser le support élévateur, le chauffe-ballon va descendre, il ne va plus être en contact direct avec le ballon et ainsi on peut faire chuter directement la température. Alors je vous propose 3 montages, lequel est juste, lequel est faux, lesquels sont justes, lesquels sont faux. Alors, celui-ci est faux parce que l'eau froide sur ce schéma est représentée comme entrant par en haut. Or, on va faire une circulation d'eau la plus faible possible, ce qui fait que si l'eau froide rentre par en haut, il est possible en fait qu'elle ne coule que le long d'une paroi avant de ressortir par en bas et ne va pas circuler tout autour de la cheminée intérieure. A l'inverse, si l'eau froide sur le schéma de gauche rentre par en bas, elle peut bien circuler sur toutes les parois avant de ressortir par en haut. Quant au montage numéro 3, il n'est pas juste, il n'est pas correct parce que là, vous voyez que la petite cheminée est bien trop courte et les vapeurs n'auront pas le temps de refroidir. Par contre, ça existe, hein, c'est un montage de refroidissement à air. Si on augmente la longueur de cette cheminée, eh bien, si dans certains cas, la température de l'air ambiant suffit à faire refroidir suffisamment les parois de ce réfrigérant à air et les gaz formés peuvent de nouveau se liquéfier et retomber. C'est un cas particulier de chauffage, on appelle ça un réfrigérant à air. Alors il faut savoir dessiner et légender. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment dessiner le réfrigérant à eau. On commence par dessiner l'intérieur et tout autour on dessine cette espèce de entre guillemets chaussette dans laquelle la chaussette en verre, dans laquelle la circulation d'eau va se faire. Si on légende ensuite, eh bien le 1 c'est le réfrigérant, le 2, rappelez-vous, est-ce que c'est l'entrée ou la sortie de l'eau? Eh bien le 2, il faut que l'eau rentre par le bas, donc c'est l'entrée d'eau froide. Et l'eau va ressortir par en haut, donc le 3 c'est la sortie d'eau tiède. Quant au 4, dans ce cas-là, on appelle ça un ballon bicol, mais si vous mettez juste ballon, ça me suffit. Il est bicol ici, puisque dans l'autre col du ballon, on peut insérer le thermomètre qui sert à mesurer la température. Le 5, eh bien, c'est ce qui sert à chauffer, c'est le chauffe-ballon. Quant au 6, qui est nécessaire quand on chauffe en chimie, c'est le support élévateur. Donc on voit qu'est dessiné le reflux, c'est-à-dire c'est le goutte à goutte, ce sont les gouttes qui vont retomber dans le mélange réactionnel et le reflux idéal est à peu près de 1 goutte par seconde. Donc que peut-on dire sur les températures de changement d'état? Vous avez appris au collège qu'à pression constante, les températures de fusion ou d'ébullition d'un corps pur ne varient pas au cours du changement d'état. Comment tracer une courbe de changement d'état? Vous commencez par tracer l'axe des temps, vous choisissez une unité, et puis vous tracez l'axe des températures, vous choisissez une unité et vous repérez les températures. Enfin, vous tracez les points qui correspondent, puis vous tracez la courbe expérimentale. En physique et en chimie, on trace souvent des graphiques, par exemple pour exploiter des résultats expérimentaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un graphique. Un graphique est une représentation de l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. En mathématiques, on a souvent x en abscisse et f de x ou y en ordonnée. Mais en physique, on indique en abscisse et en ordonnée les symboles des grandeurs étudiées. Par exemple, le poids P d'un objet en fonction de sa masse m, ou la tension électrique U en fonction du temps t. Un graphique peut être représenté par une droite ou une courbe. Pour tracer proprement un graphique, il faut se munir de matériel. Il faut un crayon à papier, une feuille de papier millimétrée que l'on orientera pour avoir le graphique le plus clair et le plus lisible possible, une règle et si nécessaire une calculatrice. Pour tracer un graphique, il faut identifier dans un premier temps la grandeur à indiquer sur chaque axe, tracer les deux axes, les orienter et noter à chaque extrémité la grandeur et l'unité. Graduer les deux axes en choisissant une échelle adaptée. On pourra ensuite placer les points et les relier à la règle dans le cas d'une droite ou à main levée dans le cas d'une courbe. Enfin, il faudra donner un titre au graphique. Voyons ensemble un exemple.
Au cours d'une séance de travaux pratiques, on cherche la relation entre le poids et la masse d'un objet. Pour cela, on mesure le poids P en newtons d'objets de masse M différentes en kilogrammes. On doit alors répondre à la consigne suivante. Tracer l'évolution du poids P en newtons en fonction de la masse M en kilogrammes. Sur un graphique, on indique la grandeur qui varie sur l'axe horizontal et la grandeur mesurée, c'est-à-dire qui évolue, sur l'axe vertical. Dans cet exemple, on fait varier la masse M en kilogrammes en mesurant la masse de différents objets. C'est donc la grandeur masse que l'on indique sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. L'autre grandeur est représentée sur l'axe vertical, il s'agit ici du poids. On place donc le poids sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Après avoir associé chaque grandeur à son axe, on peut commencer à tracer le graphique. Passons à la première étape, le tracé des axes. Tracer à la règle l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et indiquer en légende de l'axe la grandeur associée avec l'unité correspondante. Ici, la masse en kilogrammes. Les valeurs de la masse et du poids sont toutes positives. On place donc l'axe des ordonnées perpendiculairement à l'extrémité gauche de l'axe des abscisses, les origines des deux axes étant confondues. Tracer à la règle cet axe et indiquer la grandeur associée à son unité, ici le poids en newtons. Au cours de la deuxième étape, on gradue les axes en utilisant une échelle adaptée, c'est-à-dire une échelle qui permet d'étaler au maximum toutes les valeurs dans la zone du graphique. Pour cela, on repère la valeur extrême à placer sur chaque axe et on choisit une échelle pour que cette valeur soit proche de la dernière graduation de l'axe. D'après les valeurs et compte tenu de la longueur maximale disponible pour l'axe, on peut prendre pour l'axe des abscisses 1 cm pour 0,05 kg. On gradue alors régulièrement l'axe des abscisses. De la même manière, on choisit l'échelle de l'axe des ordonnées, ici 1 cm pour 0,5 N, et on gradue l'axe régulièrement. Passons à la troisième étape. On place chaque point sur le graphique en le représentant par un plus. Pour terminer, regardons comment s'organisent les points sur le graphique. Ici, l'ensemble des points semble former une droite. On trace alors une droite à la règle, passant le plus près possible de tous les points. On constate que la droite passe aussi par l'origine du repère. On obtient alors la représentation graphique de l'évolution du poids P mesuré en newtons en fonction de la masse M exprimée en kilogrammes. On ajoute un titre au graphique. Voyons un autre exemple. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on mesure la tension U aux bornes d'un générateur en volts à différents instants t exprimés en microsecondes. La consigne est la suivante. Tracer l'évolution de la tension U en volts aux bornes du générateur en fonction du temps t en microsecondes. Dans cet exemple, la grandeur mesurée prend des valeurs positives et négatives. Dans ce cas, on ne place pas l'axe des abscisses en bas de l'axe des ordonnées. Ici, la tension prend successivement des valeurs positives et négatives. Les valeurs maximales et minimales étant au signe près les mêmes, l'axe des abscisses devra être positionné au milieu de l'axe des ordonnées. On trace ensuite le graphique en suivant les étapes 2 et 3 vues dans l'exemple précédent. Comme les points ne sont pas alignés, on les relie à la main et on trace une courbe régulière qui passe le plus près possible de tous les points. On peut alors indiquer le titre de la représentation graphique, évolution de la tension U en volts aux bornes d'un générateur en fonction du temps t en microsecondes. On a donc vu comment tracer un graphique. Pour t'assurer que ton graphique est correct, vérifie que les axes sont correctement tracés et orientés, qu'ils sont légendés avec les grandeurs et leurs unités correspondantes, qu'ils sont correctement gradués sans oublier l'origine, que l'échelle est adaptée et respectée sur chaque axe, que les points sont repérés par des plus et sont correctement positionnés, que le tracé est au plus près des points en utilisant une règle si les points sont alignés, sinon à main levée, et que le graphique a un titre. Alors réfléchissons. Observez ces courbes, 3 courbes, et attribuez chaque courbe de solidification au corps qui subit cette solidification. Donc je vous propose du cyclohexane, de l'eau pure ou de l'eau salée. Et la réponse, vous l'avez trouvée, et le cyclohexane, c'est cette courbe, l'eau pure, celle-ci, et l'eau salée, celle-ci. Alors, pourquoi?
On a ici un palier de température qui est donc une température constante lors du changement d'état. Ça correspond donc à un corps pur. Ici aussi, on a un palier de température, c'est-à-dire une température constante lors du changement d'état, c'est donc aussi un corps pur. Mais nous notons que la température de changement d'état pour ce corps pur est de 0 degrés Celsius. Donc, on en déduit que c'est de l'eau. Il nous restait un autre corps pur, c'était le cyclohexane, c'est pourquoi nous l'avons attribué au palier de température à 6 degrés Celsius. Quant à cette courbe-ci, il n'y a pas de palier de température. Donc la température ne reste pas constante lors du changement d'état, ce qui correspond à un mélange, et donc il s'agissait du dernier exemple donné, c'est-à-dire de l'eau salée. À votre avis, pourquoi sale-t-on les routes en hiver si on considère la courbe de solidification de l'eau salée? Eh bien, si vous étudiez cette courbe, vous voyez que l'eau salée reste liquide à des températures un peu négatives. La température de fusion de l'eau salée est inférieure à 0 degrés Celsius et en plus elle n'est pas constante. Et donc l'eau va rester liquide en dessous de 0 degrés Celsius, qui est moins dangereux que le verglas ou la neige, qui diminue l'adhérence des roues. Attribuez à chaque courbe d'ébullition le corps qui change d'état. Est-ce de l'eau salée ou est-ce de l'eau pure? Bien, à gauche, vous voyez qu'on a un palier, et donc, à gauche, c'est l'eau pure. Tandis qu'à droite, la température ne reste pas constante lors du changement d'état, donc c'est un mélange, et il nous restait l'eau salée. Réfléchissons maintenant sur la cuisson des pâtes, dont voici la recette. Portez d'abord l'eau à grande ébullition, versez les pâtes et baissez le feu pour éviter que l'eau ne déborde. Vous ne couvrez pas et vous pensez juste à remuer de temps en temps. Faites cuire le temps indiqué sur le paquet, c'est-à-dire 8 minutes pour une cuisson al dente. J'ai trop faim pour attendre 8 minutes, je vais augmenter la puissance de la plaque, comme ça l'eau sera plus chaude et mes pâtes cuiront plus vite. Petit ou gros bouillon, ça ne change rien, il faut respecter la durée inscrite sur le paquet. Qu'en pensez-vous? Bien, dans les deux cas, la température d'ébullition est de 100 degrés Celsius. Que vous ayez des gros bouillons ou des petits bouillons, l'eau reste à 100 degrés Celsius. Donc, vous ne réduirez pas la durée de cuisson si vous augmentez la puissance de la plaque et si vous cuisez à gros bouillon. Donc, quand vous cuisez des pâtes, à partir du moment où vous avez des petits bouillons, l'eau est à 100 degrés Celsius et vous respectez la durée inscrite sur le paquet. Doit-on adapter la recette en altitude? En plaine ou à la montagne, ça ne change rien, il faut respecter la durée inscrite sur le paquet. Qu'en pensez-vous? Savez-vous qu'en altitude, la pression diminue? Et savez-vous que les températures d'ébullition varient en fonction de la température? Voici le graphe qui représente les températures d'ébullition en fonction de la pression. Et on voit que plus la pression augmente, plus la température d'ébullition augmente. À l'inverse, en altitude, la pression diminuant, la température d'ébullition va diminuer. Et donc, il faut augmenter le temps de cuisson des pâtes en altitude. Et si on met un couvercle? Eh bien, si vous mettez un couvercle, la vapeur d'eau qui va se former à l'intérieur va augmenter la pression à l'intérieur. Et du coup, si la pression augmente, la température d'ébullition augmente elle aussi. Et donc, vous pouvez diminuer le temps de cuisson. Les pâtes vont cuire plus vite. Comme par exemple avec un autocuiseur. Voyons maintenant une autre caractéristique physique qui est la masse volumique. Voici toute une série de solides occupant le volume de 1 cm3. Donc je vous propose du cuivre, du plomb, du zinc, du carbone et du pain. Mesurons la masse de ces 1 cm3 de solide et on obtient pour chaque solide une masse qui le caractérise pour un volume donné de 1 cm3. Faisons la même chose avec des liquides, eau, éthanol, huile, glycérine, lait. Et on obtient, quand on mesure la masse de ces 1 cm3 de ces liquides différents, une masse différente. Chaque liquide possède une masse qui le caractérise pour un volume donné de 1 cm3.
Donc on peut introduire une grandeur caractéristique à chaque espèce chimique, qui est la masse volumique que l'on note ρ, qui se dessine ainsi et qui se lit ρ, et qui nous donne la masse par unité de volume. Comment l'obtient-on? Eh bien facilement. Il suffit de mesurer la masse de l'échantillon. Mesurons ensuite le volume V de mon échantillon. Comment mesurer un volume? Alors si l'échantillon est liquide, eh bien tout simplement on va utiliser une éprouvette graduée. Par contre, si l'échantillon est solide et que sa forme n'est pas déterminée, il faut mesurer son volume par déplacement d'eau. Donc on va aussi utiliser une éprouvette graduée dans laquelle on va placer un certain volume d'eau. On ajoute ensuite le solide, on mesure le volume final et évidemment la différence entre ces deux volumes nous donne le volume de l'échantillon. On va faire le rapport des deux et on obtient que ρ est égal à petit m sur grand V. On va obtenir une masse par unité de volume. Je vais insister sur la façon d'écrire l'expression littérale de la masse volumique. Je veux que le mot corps apparaisse systématiquement. Donc, il faut écrire ρ corps est égal à petit m corps divisé par grand V corps. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais là j'insiste vraiment. Je veux que ce mot corps apparaisse. Parce qu'il s'agit vraiment de la masse du corps divisée par le volume correspondant du corps. Alors, il y a plusieurs systèmes d'unités possibles. En chimie, pour des liquides, on va souvent utiliser les grammes par litre. Par contre, si on veut utiliser des unités du système international, alors là, il faudra exprimer la masse en kilos et évidemment le volume en mètres cubes, ce qui nous donnera une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors à quoi ça sert? Eh bien, considérons un chercheur d'or qui a trouvé de l'or et qui veut vendre son or. Donc il va chercher un acheteur. Voici l'acheteur d'or, qui ne veut pas acheter au prix de l'or un alliage quelconque avec un peu d'or et d'autres métaux plus ordinaires comme du cuivre par exemple. Alors comment faire? Eh bien on va utiliser la masse volumique. En effet, l'or c'est lourd. L'or a une masse volumique de 19,3 g par cm3, comparé par exemple à la masse volumique du cuivre qui est de 8,9 g par cm3. Donc on voit bien que pour 1 cm3 de cuivre, on a une masse bien inférieure, 8,9 g, que pour 1 cm3 d'or qui a une masse de 19,3 g. Donc il suffisait que pour un volume déterminé d'or à vendre, à acheter, eh bien, ils s'attendaient à une certaine masse, et si la masse était inférieure, eh bien, ils en déduisaient que c'était un mélange et non pas de l'or pur. Donc, ils utilisaient cette connaissance de la masse volumique sans la nommer. Alors, qu'allons-nous écrire et retenir? La masse volumique, elle caractérise la masse d'un corps par unité de volume de ce corps. À une température donnée, la masse volumique ρ d'un corps, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, se calcule par l'expression littérale donnée par le quotient de sa masse m corps par son volume v corps à cette température, c'est-à-dire qu'on obtient ρ corps est égal à m corps sur v corps. La lettre grecque se lit ρ. Et dans le système international, la masse s'exprime en kilos, le volume en mètres cubes, et donc la masse volumique va s'exprimer en kilogrammes par mètre cube. Mais en chimie, où on utilise souvent des liquides, la masse volumique peut aussi s'exprimer en grammes par litre. J'insiste sur le fait qu'il faut au dénominateur et au numérateur bien indiquer qu'il s'agit de la masse du corps et du volume correspondant de ce corps. Faisons un point maintenant sur la masse volumique vue par les élèves. Je vous rappelle que la masse volumique caractérise quoi? Vous vous souvenez? La masse d'un corps par unité de volume de ce corps. Donc je vous propose à la question comment se calcule la masse volumique d'un corps, 3 réponses d'élèves. Donc elle se calcule par le quotient de sa masse petit m par son volume V, le quotient de la masse du corps par le volume correspondant du corps, le quotient de la masse du corps par unité de volume de ce corps. Que pensez-vous de ces 3 réponses d'élèves? Eh bien, il y en a une qui est totalement fausse. L'avez-vous trouvée? C'est la dernière. Vous ne pouvez pas, dans une même phrase, indiquer que la masse volumique se calcule par le quotient de la masse par
donc divisé par l'unité de volume de ce corps. En effet, si vous prenez par exemple, on va réfléchir sur un exemple, vous prenez un corps qui a pour un volume de 10 litres a une masse de 10 kg. Si vous calculez m sur v, vous avez 10 kg divisé par 10 litres, ce qui vous donne 1 kg par litre en masse volumique. Mais si vous appliquez ce que vient d'écrire cet élève, vous allez faire le quotient de quoi? De la masse, c'est-à-dire 10 kg, et vous allez le diviser par l'unité de volume. Et l'unité de volume, c'est 1 litre. Donc vous allez obtenir une masse volumique de 10 kg par litre, ce qui est complètement faux. Donc faites bien attention, dans une même phrase, vous ne définissez pas, vous n'expliquez pas que la masse volumique se calcule à la fois par le quotient divisé par l'unité de volume de ce corps. Donc, que faut-il retenir comme valeur? Il faut apprendre par cœur que l'eau liquide a une masse volumique de 1,000 kg par litre. Et ensuite, vous retrouvez les autres par conversion, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube ou 1000 g par litre. Mais je vous conseille d'apprendre 1,00 kg par litre et ensuite vous retrouvez les autres. Comme exemple, pour l'éthanol, la masse volumique de l'éthanol est de 789 kg par mètre cube. Il vous faut apprendre l'ordre de grandeur de la masse volumique de l'air. La masse volumique de l'air, vous allez retenir qu'elle est à peu près égale à 1 g par litre. Donc, deux valeurs pour l'eau liquide, masse volumique 1,00 kg par litre, et pour l'air, 1 g par litre. Un petit point mathématique, comme on en a l'habitude. À partir de l'expression littérale de la masse volumique ρ corps égale m corps sur v corps, vous devez savoir retrouver m corps, vous devez savoir exprimer m corps et vous devez savoir exprimer v corps. Alors, comment on fait? On l'a déjà fait plusieurs fois, on recommence. Vous voyez que à gauche, on a un membre où il y a apparaît ρ corps, on peut bien le diviser par 1, parce que ρ corps divisé par 1, c'est bien égal à ρ corps. Ensuite, on fait un produit en croix, et on obtient que m corps multiplié par 1, c'est-à-dire m corps, ce qu'on cherche, est égal à ρ corps fois v corps. Première expression littérale trouvée. Cherchons maintenant l'expression littérale de v corps. Donc, dans le membre de droite de l'égalité qui est en haut, on voit qu'on n'a pas isolé v corps. On voit que v corps est multiplié par ρ corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'opération inverse. C'est-à-dire que comme v corps est multiplié par ρ corps, on va le diviser, ce membre de droite, par ρ corps. Et on va évidemment diviser aussi le membre de gauche par ρ corps. On a le droit puisque ρ corps est une grandeur qui n'est pas nulle. Donc on divise à droite et à gauche par ρ corps. C'est quelque chose que j'ai le droit. Dans le membre de droite, je visualise au numérateur et au dénominateur ρ corps. Donc je peux simplifier. Et j'ai isolé v corps. Je trouve que v corps est égal à m corps sur ρ corps. Donc ces deux autres expressions littérales sont à savoir retrouver. Alors, comme d'habitude au collège, vous avez peut-être vu le triangle que j'aimerais que vous abandonniez, mais si ça peut vous rassurer, on va le revoir. Donc, il faut apprendre par cœur quand même que la masse volumique d'un corps, ρ corps, est égale à m corps divisé par v corps. On le place dans le triangle. ρ corps, c'est m corps divisé par v corps. On rajoute une barre pour la multiplication. Et si on cherche ρ corps, eh bien on cache ρ corps et on obtient que ρ corps est égal à m corps sur v corps. Maintenant, si on cherche m corps, eh bien on cache m corps et on obtient que m corps est égal à ρ corps fois v corps. Et si on cherche v corps, eh bien on cache v corps et on obtient que v corps est égal à m corps divisé par ρ corps. À ce niveau-ci du cours, je vous propose de faire deux activités. L'activité 5 supplémentaire, calcul d'une masse à partir d'une masse volumique pour vous entraîner. Et puis l'activité 5, Chanel numéro 5. Alors, donc, dans l'identification des espèces chimiques, nous allons maintenant passer à une identification par des tests chimiques. Nous allons commencer par identifier l'eau. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le test d'identification de l'eau utilisé en chimie. À gauche, voici une poudre que l'on appelle du sulfate de cuivre hydraté. À droite, une poudre blanchâtre, le sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est utilisé pour détecter la présence d'eau en chimie.
regardez ce que l'on peut observer lorsque l'on dépose quelques gouttes d'eau sur la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Celui-ci change de couleur et prend cette couleur bleue caractéristique. En effet, au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre s'hydrate et devient du sulfate de cuivre hydraté, que l'on reconnaît par cette couleur bleue caractéristique. Un petit bilan en images. Il faut savoir schématiser cette expérience. Donc on écrit dans le cours que le nom du test pour l'identification de l'eau, c'est du sulfate de cuivre anhydre et que le résultat du test positif va nous donner une couleur bleue. Passons maintenant au dioxygène O2. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le test d'identification d'un gaz nommé le dioxygène. Voici un flacon contenant un gaz inconnu. Pour ce test d'identification, nous avons besoin d'une bûchette, c'est-à-dire d'un petit bâton de bois, et d'un briquet ou d'une boîte d'allumettes. Pour commencer, nous allons craquer l'allumette. Nous la maintenons à l'horizontale pour qu'elle s'enflamme bien, puis nous l'utilisons pour enflammer la bûchette. On souffle l'allumette et on attend que la bûchette soit bien enflammée. Nous allons alors souffler la bûchette à son tour et elle va rester pendant quelques instants incandescente, c'est-à-dire en combustion mais sans flamme. Il nous suffit alors de l'introduire dans le flacon et si le feu reprend, c'est que le test est positif. Le gaz contenu dans le flacon est du dioxygène. Le schéma de l'expérience. Et donc on écrit que le nom du test pour identifier le dioxygène se fait avec une bûchette incandescente et le résultat du test positif est que l'incandescence est ravivée. Intéressons-nous maintenant à l'identification du dihydrogène H2. Le schéma de l'expérience. Donc, que devons-nous écrire
Pour identifier le dihydrogène, on utilise une allumette enflammée et nous obtenons, quand le test est positif, une détonation. Intéressons-nous maintenant à l'identification du dioxyde de carbone. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un test de chimie pour savoir si ce flacon, à droite sur l'image, contient du dioxyde de carbone. Pour cela, nous avons besoin d'eau de chaux, de deux récipients, comme deux tubes à essai par exemple, et d'une seringue munie d'un embout. Pour commencer, nous allons verser de l'eau de chaux dans chacun des deux tubes à essai. L'un des deux servira en fait de tube témoin. Puis, à l'aide de la seringue, nous allons aspirer le gaz à identifier, contenu dans le flacon. Il nous reste à injecter le gaz dans l'un des tubes à essai contenant l'eau de chaux. On dit que l'on fait barboter le gaz dans l'eau de chaux. L'eau de chaux a la particularité de se troubler, on dit aussi de blanchir, en présence de dioxyde de carbone. Observons donc le résultat après avoir injecté le contenu de la seringue. Voici une photo présentant les deux tubes à essai. À gauche, le tube témoin, dans lequel l'eau de chaux est restée parfaitement limpide. À droite, l'eau de chaux s'est troublée. On peut donc en déduire que le gaz contenu dans le flacon est du dioxyde de carbone. Un schéma de l'expérience. Et donc on écrit que dans le cas de l'identification du dioxyde de carbone, le nom du test c'est l'eau de chaux et le résultat du test positif nous donne un précipité blanc, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux. À ce niveau-ci, je vous invite à réaliser l'activité 6, une boisson inconnue. Dernière technique d'identification d'espèces chimiques, la chromatographie. La chromatographie, ça vient du grec chroma qui signifie couleur et de graphe pour la représentation écrite. Des applications de la chromatographie se trouvent dans la recherche, dans les sciences médico-légales ou dans l'industrie pharmaceutique. Principe de la chromatographie sur couche mince, que l'on peut abréger en CCM. Visualisons une chromatographie. La CCM. Donc on va prendre une plaque à chromatographie, au bas de laquelle nous allons tracer ce que l'on appelle la ligne de dépôt, pour y déposer, par exemple ici, 3 échantillons. Nous allons placer cette plaque à chromatographie dans une cuve à chromatographie, au fond de laquelle un éluant va migrer le long de la plaque par capillarité. Et cet éluant va entraîner avec lui les espèces chimiques présentes dans les dépôts et il va les entraîner différemment selon les espèces chimiques présentes. Donc sur les parties basses des vieux murs des maisons, on trouve des traces d'humidité qui remontent à partir du sol par capillarité. Un papier buvard posé sur une tache d'encre, on voit que la tache va s'élargir dans le papier par capillarité. Si vous plongez une éponge sur une surface trempée, de la même façon, l'eau va être aspirée par capillarité par l'éponge. Donc c'est le phénomène de capillarité. C'est la tendance d'un liquide à être attiré à l'intérieur d'un objet poreux. Et c'est donc cette capillarité qui est utilisée dans une chromatographie. L'éluant va migrer le long de la plaque par capillarité.
Et si vous voulez vous amuser, pour obtenir une rose bleue, il suffit de prendre une rose blanche et puis de verser un colorat alimentaire bleu dans l'eau du vase et vous devriez obtenir une rose bleue. Donc, que doit-on retenir au point de vue du vocabulaire? Notez sur votre fiche les essentiels que ceci représente la plaque achromatographique sur couche mince que l'on peut abréger en plaque CCM. Cette plaque va être trempée dans un éluant. Il faut faire très attention que la ligne de dépôt ne trempe pas dans l'éluant. À la fin de la chromatographie, quand on retire la plaque, avant que l'éluant ne s'évapore, il faut tracer la ligne de front de l'éluant. On va placer le tout dans une cuve à chromatographie. Et comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas que la ligne de dépôt ne trempe dans l'éluant. Donc, qu'est-ce que c'est que la chromatographie? C'est une technique qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. La chromatographie, une technique de séparation et d'identification des espèces chimiques. Comment sépare-t-elle? Plus une substance est soluble dans l'éluant, et plus elle va migrer haut. Dans l'exemple représenté, le colorant bleu est donc plus soluble dans l'éluant que le jaune, puisque le colorant bleu est plus entraîné par l'éluant que ne l'est le colorant jaune. Comment peut-on identifier? Voyons un exemple. Nous n'allons arrêter la chromatographie que juste avant que le front de l'éluant n'atteigne le haut de la plaque. Donc on fait nos dépôts sur la ligne de dépôt, on fait l'élution, l'éluant migre par capillarité et entraîne avec lui les espèces chimiques. Et juste avant que le front de l'éluant n'atteigne le haut de la plaque, on arrête la chromatographie, on trace le fond du solvant. Voilà ce qu'on obtient. À votre avis, que va-t-il se passer si on arrête la chromatographie plus tôt? Réalisons-le. Le front du solvant, le front de l'éluant, ne va pas migrer aussi haut, donc il va s'arrêter avant. Comparons les résultats de ces expériences. Alors, on voit que dans les deux cas, eh bien, c'est toujours le bleu qui migre le plus haut, parce que on n'a pas changé d'éluant, et donc le bleu est toujours le plus soluble dans l'éluant que le jaune. Que voit-on d'autre? Eh bien, effectivement, dans le second cas, le bleu a migré moins haut, mais l'éluant aussi. Et donc, proportionnellement, le bleu aura migré de la même façon. Que peut-on voir d'autre? Eh bien que le bleu, qu'il soit présent au départ dans un corps pur ou qu'il soit présent au départ dans un mélange, comme c'était le cas dans l'encre verte, eh bien il va migrer de la même façon. Donc c'est ce qu'on va retenir. Dans les mêmes conditions expérimentales, deux espèces identiques migrent toujours proportionnellement de la même façon. Sur cet exemple, le bleu a migré de la même façon dans les deux cas, qu'il soit présent dans un corps pur ou dans un mélange. Alors, qu'est-ce que c'est que des conditions expérimentales? Elles vont être identiques quand elles vont utiliser la même plaque CCM, le même éluant, à la même température et pour la même durée d'élution. Comment exploiter un chromatogramme? On peut d'abord identifier un corps pur d'un mélange parce que lors d'une analyse verticale, lorsqu'un dépôt ne donne qu'une tache après élution, le dépôt est un corps pur. Par contre, par une analyse toujours verticale, lorsqu'un dépôt forme plusieurs taches, le dépôt est un mélange. Maintenant, comment identifier deux espèces chimiques identiques? Eh bien, quand deux espèces chimiques migrent à la même hauteur sur la plaque, eh bien, elles sont identiques. On va définir ce qu'est le rapport frontal, noté RF d'une espèce chimique grand A. C'est le rapport de la distance petit h parcourue par le soluté grand A sur la distance grand H parcourue par l'éluant. Prenons une espèce chimique grand A.
L'expression littérale du rapport frontal dans ce cas, c'est petit ha, c'est-à-dire la distance entre la ligne de dépôt et le milieu de la tâche de l'espèce A, divisé par grand H, la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. On peut retenir aussi sous la forme le rapport frontal, c'est la hauteur atteinte par la tâche divisée par la hauteur atteinte par l'éluant. C'est une caractéristique physique qui permet d'identifier une espèce chimique. Faisons un petit bilan. Observons et interprétons. Que peut-on dire des dépôts A et B? A et B sont des corps purs étant donné que verticalement, on n'observe qu'une seule tâche après élution. Que peut-on dire des dépôts C et D? De la même façon, verticalement après élution, on n'observe qu'une seule tâche, donc C et D sont également des corps purs. Que peut-on dire du dépôt X? Verticalement, on voit qu'après élution, on obtient plusieurs tâches, donc X est un mélange. Maintenant, par une analyse horizontale, on peut déterminer que X est un mélange de 3 corps purs A, C et D. Et on peut également voir horizontalement que X après élution ne présente pas de tâche à la même hauteur que B, et donc X ne contient pas de B. Que peut-on dire que D? D est le produit le plus soluble dans l'éluant parce que c'est celui qui a été le plus entraîné par l'éluant. Que peut-on dire de A? A est le produit le moins soluble dans l'éluant parce que c'est celui qui a été le moins entraînant dans l'éluant, c'est celui qui est monté le moins haut sur la plaque. Donc en bilan, la chromatographie est donc une technique qui permet de vérifier qu'une substance est pure, d'analyser un mélange, de reconnaître les constituants d'un mélange par comparaison du rapport frontal RF. En chimie, on a utilisé les mots phase stationnaire et phase mobile. La pacachromatographie est ce qu'on appelle la phase stationnaire, tandis que l'éluant est ce qu'on appelle la phase mobile. Révisons le vocabulaire. Qu'est-ce que le premier point d'interrogation? Eh bien, c'est le couvercle. En dessous, on a le front du solvant. En dessous vient la cuve d'élution, ou la cuve à chromatographie. Sont représentées ensuite les taches colorées. Enfin est représentée la plaque chromatographique. La ligne représentée ensuite est la ligne de dépôt. Le tout trempe dans l'éluant. Réfléchissons un peu. Je vous rappelle que le rapport frontal se calcule en faisant le rapport de la hauteur atteinte par la tâche divisé par la hauteur atteinte par l'éluant. Vers quelle valeur tendra le rapport frontal d'un soluté très soluble dans la phase mobile? Alors je vous laisse réfléchir. En vous aidant, si le soluté est très soluble dans la phase mobile, c'est-à-dire dans l'éluant, il va être très entraîné par cet éluant. Donc il va monter très haut sur la plaque et il ne sera pas très loin du front du solvant. Donc, ce rapport frontal tendra vers la valeur 1. Comment peut-on qualifier le rapport frontal d'un soluté très adsorbé par la phase stationnaire? Alors adsorbé, ça veut dire... Utilisons une tarte à la crème pour voir la différence entre l'adsorption et l'absorption. Dans ce cas-là, il s'agit d'absorption. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'adsorption. Donc, comment qualifier le rapport frontal d'un soluté très adsorbé par la phase stationnaire? Je vous rappelle que la phase stationnaire, c'est la plaque à chromatographie. Eh bien, si le soluté est très adsorbé par la phase stationnaire, il va être moins entraîné par l'éluant et donc son rapport frontal sera petit. Réfléchissons un peu sur la bonne méthode. Quelle cuve parmi les deux représentées ci-dessous va vous permettre de mener à bien une chromatographie?
Alors j'ai dit et répété qu'il ne fallait pas que la ligne de dépôt trempe dans l'éluant. Donc évidemment, la cuve numéro 1 n'est pas correcte. Quelle différence pouvez-vous proposer entre ces deux chromatographies? Bien, dans ce cas-là, c'est la durée d'élution qui est différente. La durée d'élution dans la plaque de droite a été plus courte que la durée d'élution à gauche. Quelle différence pouvez-vous proposer entre ces deux chromatographies? Mais dans ce cas-là, on voit que la durée d'élution est la même. Ce qui change, eh bien, c'est l'éluant. Nous avons utilisé, dans le cas de droite, un éluant dans lequel chacune des espèces chimiques est moins soluble. Du coup, elles ont migré moins haut. Ou alors, on a pu aussi changer la plaque à chromatographie, et donc les espèces chimiques ont plus été absorbées par cette seconde plaque que par la première, donc elles ont migré moins haut. Donc je vous rappelle que les conditions expérimentales sont identiques quand elles utilisent la même plaque CCM, le même éluant, à la même température et pour la même durée d'élution. Enfin, je vous invite à réaliser l'activité 7, fermentation du vin, la fermentation malolactique. Et le chapitre 1, corps pur et mélange au quotidien, est terminé.